troisième et dernier bloc de la conversation que j'ai eue avec Propolis. Et toi, comme start-up, tu utilises aussi tu mentionnais genre en pre-show que tu vas embaucher ou tu vas avoir des stagiaires qui arrivent de choses avec des papiers intéressants, des idées nouvelles et innovations. Comment ça vient contribuer justement de façon à maintenir et soutenir l'innovation de ta start-up, ton entreprise? Ben, dans notre cas, nous, déjà, recrutement d'étudiants, des stages coop, des choses comme ça, on en a eu énormément. Je pense que employé numéro 5 chez Kelvin Zero, on a commencé avec des coops, puis on est parti de là, puis on a eu plusieurs coops qui sont devenus employés par la suite chez Kelvin Zero. Donc c'est un outil qu'on a utilisé énormément. Les étudiants qui font la recherche, typiquement, c'est des idées, disons, que nous, on avait une équipe de R&D. Je dis on a encore une équipe de R&D, mais elle a changé. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on avait des idées qu'on pouvait rechercher. Il fallait trouver, idéalement, la difficulté ou la complexité de notre côté, c'était de trouver un étudiant qui était intéressé à prendre ces idées-là puis essayer de faire la recherche. Parce que, bon, on manque pas nécessairement d'idées de chez nous. Mais on manque de temps pour les réaliser. Donc, si on a des étudiants qui pourraient le faire, puis en fait, moi, je lancerais peut-être même l'idée, autant chez Propolis que pour le parcours à la maîtrise. C'est peut-être ça, c'est peut-être les forcer à se jumeler soit avec une entreprise existante qui est dans le même domaine où leur innovation va aller changer radicalement le produit, par exemple, de l'entreprise des existantes. Puis, je ne veux pas nécessairement enlever la composante qu'eux doivent devenir entrepreneurs, mais peut-être qu'ils devraient le faire à deux et d'être jumelés avec quelqu'un qui fait exemple je veux dire ici un MBA parce que c'est dans le milieu académique, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre qui veut se lancer en affaires puis qui va peut-être prendre la partie justement à faire un peu plus. Parce que tout à l'heure, Brené, tu mentionnais qu'une des difficultés, c'était l'aspect de la commercialisation. Et que souvent, les gens que vous voyez étaient peut-être trop techniques, pas assez vendeurs. Je pense que c'est une question peut-être aussi c'est une question de personnalité. On sait qu'ils sont pas tous comme ça. Il y en a qui sont beaucoup moins techniques, qui ont très bien réussi dans la cohorte aussi. Mais c'est comme on disait au début qu'il faut poser le problème. Donc, ça, c'est notre dimension. Donc, nous, on a des étudiants qui ont des idées et veulent faire leur start-up. Ouais. Et après, c'est poser le problème. C'est-à-dire, il peut y arriver il faut que les industriels et les start-up un peu plus avancés posent les défis. Et nous, on récupère les étudiants qui sont intéressés, notre doctorant commun, là, et lui, il n'a pas d'idée particulière au départ, mais il était prêt à relever le défi et à travailler avec Kelvin Zero pour avancer sur les thématiques et les idées de Kelvin Zero. Ouais. Donc, ce sont deux dimensions qu'il faut explorer les deux. Hein. Ceux qui ont des idées, il faut les accompagner. Et puis, les défis qui viennent de d'autres qu'il faut relever et sur lesquels il faut travailler. Mais ça, je pense, en fait, c'est un truc. Je suis d'accord, ça doit exister. Je pense qu'il n'existe pas un canal pour pouvoir poser ce défi-là en tant qu'industriel. Puis là, je me considère ici en tant qu'industriel dans le sens que je suis encore une start-up, on a encore une start-up chez Kelvin Zero, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt difficile parce que nous, c'était arrivé un peu un coup de chance. Si vous vous souvenez, en fait, c'était un autre étudiant qu'on avait au départ qui était supposé faire un projet puis qui a dit finalement, je ne fais plus ma maîtrise, je vais venir juste travailler pour vous. On fait OK. C'est un concours de circonstances. Puis on a dit, avez-vous un autre étudiant qui serait intéressé? Puis c'est ça, c'est un bon concours de circonstances qui a fonctionné, qui a eu du succès. Il a terminé sa thèse de maîtrise. Il a gagné le prix. À la cyberconférence, il s'est vu remis le prix justement par l'IMC2, entre autres, sur leur thèse sur l'excellence scientifique. Donc, il y a ces possibilités-là, mais si on m'avait demandé il y a 3 ans, réalise ça, je ne saurais pas su où aller. L'innovation ouverte, c'est-à-dire que est-ce que je mets mon défi et mon idée à quelqu'un qui va prendre... Donc, et ça, c'est compliqué aussi parce qu'il y a la partie propriété intellectuelle et tout ça. Dans l'écosystème de l'innovation, on parle beaucoup d'innovation ouverte. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui sont prêtes à faire partie de cette innovation ouverte. C'est juste qu'à mon avis, il faut poser la structure. Il faut vraiment faire les liens. Et bon, c'est ça. Et donc, juste pour revenir sur ton point, les prochains mois, je vais faire un shameless plug, mais les prochains mois, on va faire des défis, on va faire des choses. Donc, si vous voulez nous suivre, c'est vraiment faire des défis sur des problématiques et voir c'est qui pourrait résoudre ça. Et
Mais ouais. On peut parler de ce qu'on fait avec Cyberwall, par exemple, Frédéric, sur cet aspect défi. Là. C'est comme ça qu'ils travaillent en Belgique. On parlait, mais moi je voulais rebondir sur Tu peux, Frédéric. l'innovation On est verte. ouvert, n'est-ce pas? On peut parler ouvertement. Sur l'innovation verte, je pense que il y a du travail à faire des deux côtés, c'est-à-dire côté recherche académique et puis côté industriel. Parce que nous, tous nos projets de recherche qu'on a à Polytechnique, Nora et moi, et puis c'est valable pour aussi pas mal d'autres professeurs, se font en partenariat avec des industriels. Donc ça veut dire que les industriels, c'est bien, ils sont prêts à mettre de l'argent, ils sont prêts à financer la recherche, c'est très bien. Il y a un relais au niveau provincial, au niveau fédéral, pour effectivement aussi supporter ces projets de recherche. Donc, je ne parlerai pas du problème du financement parce que je pense que Québec, au Canada, c'est assez bien organisé. C'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est plus un problème de temps ensuite. Et c'est valable des deux côtés, c'est-à-dire développer des partenariats industriels pour financer la recherche. Les professeurs vont dans ce sens, tous nos collègues vont dans ce sens. Maintenant, après, quand on développe ça, c'est pas tellement valorisé dans les carrières de recherche. Développer des partenariats, c'est pas ça qui va compter, c'est le nombre de publications. Ce qui n'incite pas nécessairement les chercheurs, une fois qu'ils ont le projet, à passer tout le temps nécessaire avec les industriels. Mais en sens inverse, les industriels, c'est aussi, quand on travaille avec des labos de R&D industriels, c'est pas si facile que ça que pour les partenaires industriels de dégager du temps pour travailler avec nous. Ils ont souvent beaucoup de choses à faire, ils sont déjà très occupés et donc ça se rajoute à leur activité effectivement de dégager du temps. Et c'est vrai que ça, quelque part, plus on a de temps à se consacrer réciproquement, plus l'innovation ouverte va prendre tout son sens. Donc je pense qu'il y a encore à travailler dans cette direction. C'est vrai que ça crée beaucoup de frustration au niveau des académiques parce qu'on voudrait avancer, mais le pendant qui était industriel n'est pas là. Le suivi pour qu'on avance est compliqué parce qu'eux, ils ont un roadmap, ils ont des tâches à faire. Donc, pour eux, c'est de la perte de temps que d'aller avancer sur quelque chose qui, pour eux, est moyen terme, long terme, plutôt que consommation tout de suite parce que j'ai un problème tout de suite à résoudre. C'est ça. Ou j'ai une crise ou des choses de ce type-là. Alors, c'est valable pour les chercheurs, mais c'est valable aussi pour les startups. C'est-à-dire, quand on a développé une solution, qu'on pense qu'elle apporte quelque chose de nouveau, on aimerait bien l'expérimenter. Pour l'expérimenter, il faut avoir du temps et le temps doit être partagé. Et c'est là, effectivement, je pense que l'innovation ouverte devrait agir davantage pour que les industriels passent du temps pour effectivement expérimenter ce qui est issu des startups, ce qui est issu du monde académique, et puis aussi partage des données. Parce que ça, c'est un grand frein par rapport… Aujourd'hui, la plupart des solutions, je pense que c'est un mystère pour personne, reposent sur l'intelligence artificielle. En tout cas, il y a beaucoup de solutions qui s'appuient sur ce genre de technologie, mais pour expérimenter ça, il faut avoir des données. Et aujourd'hui, c'est aussi un des éléments importants. Je pense que les entreprises devraient aller vers davantage de partage de données, avoir des modèles de partage de données qui permettent tout en… Ça va bientôt prendre la place du Bitcoin, c'est les données. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ça va valoir aussi cher. Mais c'est nécessaire pour innover, pour effectivement montrer qu'une solution apporte quelque chose de nouveau. Il faut pouvoir l'expérimenter. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail dans ce sens à faire pour qu'effectivement les données soient plus accessibles, plus partagées, pour qu'effectivement on puisse… Oui, on peut partager avec vous l'idée que… pardon Frédéric, c'est que quand ils veulent partager les données, c'est un partage déguisé parce que nos stagiaires et nos doctorants, ils les prennent en immersion, c'est-à-dire ils travaillent avec eux et ça coupe complètement avec les superviseurs et tout ça. Donc nous autres, on n'a pas droit à ces données-là, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Déjà, il y a de l'anonymisation et les données sont traficotées pour que l'étudiant travaille avec. Ils sont en immersion, ils travaillent avec eux. Il y a un intermédiaire qui teste à la place, même si l'étudiant est en immersion. Il y a pas une coupure complète avec les chercheurs. Avec nous, c'est une coupure complète. Vous êtes les superviseurs, mais de loin. Donc, nous qui avons ce recul-là pour identifier les problèmes, orienter, etc., on sort de la boucle parce que l'étudiant est en immersion et il travaille qu'avec eux. Donc, tu sors de couple. Et ça aussi, c'est un frein à avancer et innover dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment un réel problème, ça, de
Non, le superviseur, lui, il reste à l'extérieur. On va pas le prendre en immersion, hein, quoique ça devrait être une solution aussi. Mais c'est ça, je pense qu'il y a réflexion à avoir de ce côté-là. Je pense que le modèle actuel, parce que je l'ai vécu, moi, la première chose lorsqu'on a commencé à travailler justement avec un étudiant, c'est de dire, ben OK, mais qu'est-ce qui arrive du point de vue propriété intellectuelle? À la base, c'est mon idée. Si je le fais pas avec un étudiant, je vais le faire avec mon équipe R&D. Elle sera plus tard parce qu'ils sont occupés sur un truc, mais je veux détenir la propriété intellectuelle. Puis ensuite, la complexité avec ça, c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'il y en a pour un brevet? Parce que si un superviseur participe à la correction de quoi que ce soit que l'étudiant, par exemple, développe pour l'industriel, tout le monde doit être sur le brevet, légalement parlant. Ce qui est tout le temps une complexité. Donc, et même si quelqu'un dit, bon, quelqu'un pourrait dire, je renonce à mes droits, je ne sais même pas la légalité là-dessus, il faudrait parler à un avocat, mais j'ai l'impression que ça pourrait probablement être invalidé en cours, la validité du brevet, si c'était découvert que quelqu'un y avait participé et que son nom n'était pas. Oui, c'est vrai, il y a cette dimension-là, absolument. Donc, ça, c'est une complexité qui est difficile parce que si on le fait dans un but commercial puis on veut avoir l'API, c'est bien. Je pense que l'innovation verte, c'est bien dans le contexte amélioration sociale sans but lucratif derrière. Parce que moi, mais là, toi, tu parles de quelqu'un qui travaille dans la cybersécurité. Moi, je parle avec des industriels qui est utilisateur et consommateur. Donc, lui, il n'a rien à innover en cybersécurité. Je me considère un peu comme les deux, dans le sens que, oui, en tant qu'industriel, mais aussi en tant qu'utilisateur, parce que veux pas, j'utilise beaucoup de solutions de cybersécurité moi-même. Et dans mon rôle chez Kelvin Zero, je suis aussi impliqué énormément dans l'édition et qu'est-ce que nous, on va utiliser à l'interne comme outil pour nos propres défenses, tout ce qu'on met en place, toute l'infrastructure qu'on met en place. Donc, il y a un peu des deux, mais l'idée, c'est ça. Je pense qu'il faut peut-être trouver, puis j'ai pas la réponse à celle-là, mais je pense que le modèle doit être peut-être repensé ou définitivement au moins amélioré. Peut-être qu'on devrait innover sur les modèles d'innovation. Mais il y a quelque chose qui doit être fait de ce côté-là. Puis, parce que l'approche ouverte, je pense que ça peut être bien. Comme je dis, c'est que ça va toujours être un challenge lorsqu'il y a un but lucratif derrière. Puis lequel est-ce qu'on veut prioriser? Une approche ouverte, fermée. Mais en fait, tu la cadres. Oui et non, en fait, puis ouverte, fermée. Je donnais un autre exemple. On parlait de normes tout à l'heure. Oui. Puis les normes ouvertes sont très, très, très populaires. De nos jours, en fait, le mot d'ordre des gens en technologie, c'est-à-dire si c'est pas un standard ouvert, on l'accepte pas. C'est propriétaire, alors on le veut pas. OK. Mais ce que je peux vous dire en tant que startup, en tant qu'entreprise, ce que j'observe, et j'en parlais d'emblée au départ avec Fido2, avec Passkeys, c'est qu'ultimement, ce qui arrive avec les standards ouverts, c'est que c'est les grandes entreprises de technologie qui prennent le contrôle de tout le développement de ces standards-là. Ils placent des gens des entreprises, des filiales de leur grande entreprise, en plus de la grande entreprise qui siège aussi sur le comité. Puis ils envoient le standard dans la direction qu'ils veulent. Ils le ralentissent comme ils veulent, le manipulent comme ils veulent. Et lorsque ça fait leur affaire, maintenant, ils relâchent leurs produits. Et parce qu'ils ont les canaux de distribution chez les utilisateurs finaux, ils gagnent à tous les coups. Donc, ce qu'on finit par faire, c'est qu'on finit par faire, on va créer un standard sur une nouvelle technologie qu'on innove. On leur dit comment faire. On crée une API. On crée une façon facile pour eux d'interagir. Puis ensuite, ils l'offrent à tous leurs clients. Et l'entreprise qui l'a créé est coupée du monde extérieur. C'est un peu une genre d'approche de dire, OK, vous n'avez pas accepté que je vous achète à moindre coût au départ. Je vais vous tuer sur le long terme en standardisant votre solution, la mettant partout, puis en vous enlevant de l'équation et personne ne va aller vers vous par après. Puis, le meilleur exemple, regardez ce que Microsoft vient d'annoncer tout récemment. Ils vont enlever tout ce qui est mot de passe. Ils ont annoncé que Microsoft Authenticator ne supportera plus le gestionnaire de mots de passe. En date du mois d'août, si vous utilisez Microsoft Authenticator pour la gestion de vos mots de passe, planifiez ça dans les prochains mois, faire une transition vers quelque chose d'autre. Mais en plus de ça, ils passent vers les passkeys, puis ensuite ils disent tous les passkeys sont égales. C'est pas vrai. Donc, ils enlèvent les compétitions trop fortes de l'équation en amalgamant tout sous le même terme du point de vue marketing. Puis je prends Microsoft ici, mais les 4 très grandes entreprises technologiques ont tous fait la même chose là-dessus. Et
ensuite le rendre dans leur offre. Adopt et extend. C'est-à-dire qu'il adopt et ensuite il déstandardise après. Microsoft est connu pour ça. Là. Mais même les autres, même sans que ce soit spécifiquement Microsoft, je prends ça là parce que leur annonce c'était cette semaine, puis la semaine dernière, ils ont fait 2 annonces en lien avec tout ça. Mais l'idée est là, c'est qu'ils ont pris quelque chose qui à la base avait été établi par l'Alliance FIDO, qui était peut-être un peu plus indépendante avant, mais qui maintenant est complètement contrôlée par Microsoft, Google, Amazon, Facebook. Puis voilà. Mais ils vont éliminer tous les gestionnaires de mots de passe. Ils vont éliminer tous les compétiteurs en GIA qui ne sont pas un de ces joueurs-là. Puis, ils vont offrir des passkeys qui vont être à un niveau 1, ce qu'ils font en ce moment, plutôt qu'un niveau 2 ou 3 ou 4 qui existent, puis qui sont beaucoup plus sécuritaires et beaucoup plus avantageux sur la sécurité qu'on amène à l'utilisateur final et aux organisations aussi, là, les 2 entreprises. Mais ça va juste paraître. Et qu'est-ce qu'on va dire? Après, on va dire, il n'y a que les grosses entreprises américaines qui innovent encore en technologie. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas survécu. Mais la réalité, c'est que c'est les autres qui l'ont innové au départ, puis ils sont allés les chercher de cette façon-là. Donc, c'est là où je pense qu'il faut un modèle. Puis je pense qu'il faut en fait, selon moi, la clé, c'est peut-être un modèle collaboratif. Puis c'est un peu le principe de l'innovation qu'on fait en cryptographie, c'est d'avoir un modèle qui force la collaboration, c'est-à-dire plusieurs parties. Pas ouvert à tous, ouvert à ceux qui veulent collaborer. Et avec une distribution égale. Exact. Il faut gérer cette ouverture, absolument. Oui, exact. L'ouverture fermée, c'est peut-être ça un peu. Donc, c'est la gestion de l'ouverture dans l'innovation. Ah, pardon. Peut-être 2 mots pour revenir sur la propriété intellectuelle. Et est-ce qu'au bout du compte, la propriété intellectuelle est un frein à l'innovation ouverte? Moi, je suis persuadé du contraire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de start-up. Non, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est l'inverse. C'est pas ça que je veux dire. Peut-être que c'est l'inverse, mais je vais quand même dire je pense que c'est nécessaire. C'est valable pour les entreprises, c'est valable dans le monde académique. Quand on développe quelque chose, qu'on a une propriété intellectuelle, de la protéger par un brevet. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a un brevet que ça pose de vrais problèmes pour la propriété intellectuelle. C'est juste une discussion, une négociation, parce que d'abord, il y a une différence entre être auteur d'un brevet. Et je pense que de ce point de vue-là, quand il y a une collaboration entre une entreprise et un laboratoire académique universitaire, c'est normal que tous les auteurs apparaissent clairement dans le brevet. Il y a des royalties après. Voilà, alors c'est là qu'il y a le problème. C'est ça. C'est l'aspect commercial. C'est différent, c'est différent. Tu peux être auteur d'un brevet et ensuite avoir une participation aux royalties, aux royautés en bon français. Non, on peut même ça, on peut faire la distinction. Et c'est là que doit se faire la discussion. C'est qu'au bout du compte, un académique peut très bien être auteur d'un brevet sans forcément revendiquer une part des royautés. Ouais. Donc, faut bien faire la différence entre les deux. Et je pense qu'en aucun cas, ça doit être un frein pour l'innovation ouverte. Hein. On peut breveter, on peut faire des brevets communs industrie-académie sans nécessairement que ça pose des problèmes par rapport au bon fonctionnement du projet et que l'industrie décide de faire un brevet sans impliquer les académiques. Ce qui, de mon point de vue, est complètement contraire à la déontologie. Mais bon, je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont tendance à vouloir faire ça, mais pour moi, ça ne va pas dans le bon sens. Alors peut-être qu'on s'éloigne de la problématique de la cybersécurité, mais je pense que c'est notamment valable pour tout ce qui relève de l'innovation en cybersécurité. En fait, je voulais juste dire, je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, si on est presque fini, mais à mon avis, on a parlé beaucoup des freins, on a parlé beaucoup des choses qui pourraient peut-être freiner l'innovation, mais moi, je voulais juste inviter tout le monde à continuer à innover parce qu'on a quand même plein de choses à faire et il y a la structure pour soutenir, tant académique comme industriel, comme dans le monde de l'incubation. Donc, il y a les ressources, mais c'est juste qu'on a besoin des gens qui se lancent. Parce qu'il y a aussi une question de timing à considérer, surtout dans les mondes technologiques. Il faut vraiment aller rapidement à présenter leurs solutions parce que sinon, il y en a d'autres qui arrivent. Mais je voulais juste inviter tout le monde des gens qui ont des idées à se lancer. Absolument, l'innovation, c'est nécessaire. Puis je vais juste rebondir, puisque probablement comme dernière question, la vitesse d'innovation, est-ce qu'elle est, parce que tu l'as bien mentionné, est-ce que, puis toi, tu le vis, tu es dedans, puis ce que vous voyez, est-ce que c'est vraiment un mythe de dire qu'il faut se dépêcher d'aller sur le marché ou d'innover, ou on est mieux de jouer avec un produit plus mature, avec une solution plus mature, des choses comme ça? Comment vous le voyez dans votre réel?
Je pense que c'est contextuel. Chez Propolis, avec les gens qui étaient dans la cohorte en cybersécurité, une des questions qu'on a eues dans une des rencontres, c'était quel était un de mes, dans le fond, des apprentissages que je fais des dernières années qui pourrait être un conseil pour eux. Puis c'est une question de timing. J'ai appris que je suis peut-être un peu trop avant la vague, de façon générale. J'ai appris à ce que je suis peut-être 5 à 6 ans avant le marché. Puis il faut que j'apprenne à, oui, innover. Puis je peux développer pendant ce temps-là, c'est correct. Mais avant d'aller sur le marché, tu ne veux pas non plus arriver sur le marché trop tôt. Parce qu'après, tu vas manquer le bateau. Tu sais, les gens parlent, quelqu'un fait une erreur, je pense que ça va aller Bitcoin, tout ça. Absolument. Il y a eu d'autres principes de crypto-monnaie avant. C'était pas nécessairement des blockchains. Il y a d'autres choses qui existaient avant. Mais ça n'a pas fonctionné. Kelvin Dero, on n'est pas les premiers à parler de solutions sans mot de passe. Mais par contre, il n'y avait pas énormément d'approches qui étaient faisables avant qui permettaient d'être plus sécuritaires et de ne pas avoir de mot de passe. Il y avait des solutions qui faisaient avec des QR codes depuis plusieurs années. Il n'y a pas de mot de passe. Mais il n'y a pas d'authentification non plus. Ultimement, c'est la distinction entre les deux. Donc, je pense qu'il faut avoir le bon timing. Puis, il ne faut pas nécessairement se dépêcher à aller sur le marché. C'est sûr qu'on va aller le plus tôt possible. Après, on peut garder quelque chose dans notre poche arrière pendant 5 ans si on veut. Puis je dis le garder dans la poche arrière, on peut le développer, le rendre mature pour que jour 1 de la mise en marché, ce soit un produit qui soit mature, qui marche bien, comme on parlait tout à l'heure, de s'assurer de bien designer notre code, de faire du code de qualité, la sûreté autant d'exécution, mais du service qu'on va aller offrir, ou ça peut être autre chose qu'un service aussi, mais s'assurer que ça, on coche toutes les cases. Ça facilite juste la commercialisation après. Mais typiquement, si on doit se dépêcher à aller sur le marché, j'aurais tendance à croire que c'est pas si innovant que ça. C'est peut-être trop comme ce que tous les autres parlent en ce moment, puis tout le monde se met à travailler sur le quantique, tout le monde se met à travailler sur l'IA générative, tout le monde se met à travailler sur les mêmes choses. Est-ce que c'est vraiment de l'innovation? C'est peut-être juste de l'itération rendue là. Oui, je te rejoins, Thierry. Mais cet aspect temporalité est très important parce qu'il y a le court terme, le moyen terme et le long terme. Et avec nos partenaires industriels, il y a beaucoup de court terme. Ils ont des défis du présent. Il faut résoudre ces problématiques-là. Ça peut se prêter à l'innovation, mais c'est rare qu'il y ait de l'innovation là-dedans parce que tu résous un problème. Hein, donc, il faut résoudre ce problème. Donc, tu prends les solutions qui existent. C'est plus réactif. Oui, tu résous un problème. C'est une solution. On peut le donner à un stagiaire, il va essayer de résoudre le problème. Nous, on travaille sur, comme dit Thierry, sur la vision de plus long terme, moyen terme, plus long terme. Et cette anticipation, elle n'est pas forcément acceptée, surtout pour les consommateurs. Ils veulent des solutions estampillées parce qu'elles sont sur le marché, donc elles sont bonnes, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça, c'est une dimension très importante, la temporalité. L'autre dimension, c'est comment on travaille encore sans cibler un industriel particulier. Ils ont beaucoup d'outils dans leur système, surtout les grandes entreprises, et s'achètent plein de choses. Et non, quand on travaille avec eux, quand on essaye d'ouvrir, ils n'aiment pas trop parce qu'on voit qu'il y a plein d'outils. Il n'y a aucun outil qui parle avec un autre. Il y a une espèce de cohésion qui n'est pas là. Donc, dès qu'il y a un outil sur le marché, il est bien parce qu'il est dans le Gartner, il est là-haut, là-bas, donc on va l'acheter. Mais après, comme disait Bérénice tout à l'heure, il y a l'utilisabilité, il y a celui qui va l'utiliser, l'usage de cet élément. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il communique avec les autres outils? Ça aussi, c'est vraiment compliqué. Il faut accepter d'ouvrir et essayer de mettre la cohésion entre tout ça, hein, n'est-ce pas, Frédéric? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que ce qui me semble aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui arrivent sur le marché, mais c'est des solutions technologiques, et les concepteurs n'ont pas toujours bien pensé à toutes les dimensions non techniques associées à la solution. Aujourd'hui, la cybersécurité, c'est fondamentalement multidisciplinaire. Si on pense une solution de cybersécurité uniquement en termes technologiques, on répond à une toute petite partie du besoin. Il y a plein d'autres dimensions. On parle toujours des facteurs humains, mais derrière les facteurs humains, ça veut dire qu'il faut une expertise par rapport au produit, par rapport à la dimension économique, comment elle va impacter le business de l'entreprise,
comment elle va être perçue par les utilisateurs, tu l'as dit. Hein, donc, il y a une dimension aussi sociologique, psychologique. Le droit Est-ce aussi. que la solution va être bien perçue? Ça va être encore plus vrai avec l'IA générative. Hein. L'IA générative, il va y avoir des interactions encore plus directes entre la solution et puis les utilisateurs. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte pour qu'effectivement la solution s'intègre bien. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui ne l'intègrent pas bien. Il y a aussi les aspects moraux, éthiques. Hein. Responsabilité, qui est responsable de quoi? Ça va être encore plus présent, hein, effectivement, qui va être responsable en cas de problème. Hein. Est-ce que l'objet autonome va être responsable? Question. Donc, par rapport à ça, il y a besoin de ce genre d'expertise, et c'est aussi là-dessus que on parlait de l'Institut MC2. Je pense que c'est une start-up n'a pas forcément toutes ses expertises. Forcément, c'est pas avec 2 ou 3 personnes qui vont se mettre ensemble pour démarrer la start-up qu'il y a toutes les expertises. Et c'est là aussi que, en tant qu'institut de recherche, IMC2 peut apporter ce genre d'expertise pluridisciplinaire pour aussi adresser et aider à intégrer dans le produit ces dimensions non technologiques qui sont absolument nécessaires aujourd'hui pour effectivement avoir une solution qui est go-to-market, quoi, hein, pour parler en bon français. Mais on a discuté hier aussi avec Frédéric, parce que là, on parle d'industriel et académique, mais il y a le gouvernement aussi. Donc, il y a les modèles qu'on appelle les modèles à triple hélice, je ne sais pas comment ils les appellent, où il y a aussi le gouvernement, il doit jouer son rôle pour que l'innovation arrive à bon port. Hein. Au lieu de faire du blockchain, peut-être qu'il faut trouver une autre solution que des blockchains, n'est-ce pas? Un ou l'autre. Honnêtement, moi, j'ai un truc, mais tu sais, sans ouvrir tout un autre sujet, mais on a parlé beaucoup du chantier d'identité numérique au Québec dans les dernières années. Et c'est public. Kelvin Zero a participé à l'appel d'intérêt initial qu'il y a eu là-dessus. Puis bon, toutes sortes de décisions qui ont été prises, on en est où on en est maintenant. Je ne tournerai pas sur les nouvelles la semaine dernière non plus de ce côté-là. Mais je pense qu'un des coups manqués de ce côté-ci, en termes peut-être de manque d'ambition, un peu de manque de vision du gouvernement là-dessus, c'est ce que nous, on leur a suggéré, c'est-à-dire, tant qu'à faire un système d'identité numérique, faites une identité numérique citoyenne, parfait, c'est bon, d'accord. Vous voulez déjà faire une plateforme d'authentification unique aussi pour les services gouvernementaux, parfait. Allez au-delà de ça. Pourquoi le gouvernement qui paye, on s'entend là, des budgets énormes pour ce projet-là. Là. Ce que nous, on leur a suggéré, c'était environ 20 fois moins cher que leur budget. Oui. J'ai pas de problème à le mentionner. Pourquoi, si on prend donc le budget excessivement plus grand, pourquoi pas prendre la solution puis ensuite l'offrir à toutes les entreprises québécoises pour s'assurer d'avoir au moins le même niveau de sécurité garanti au gouvernement? Après, vous me direz si c'est suffisant ou non. On peut avoir tout un autre podcast sur le sujet. Mais au moins, on aurait quelque chose qu'on pourrait offrir aux gens. Et selon moi, ça ne doit pas nécessairement être quelque chose que le gouvernement a fait. Ça va être quelque chose que le gouvernement a supervisé, a chapeauté, a mis en place. Pas nécessairement quelque chose que lui-même a développé, parce qu'après, tu vas avoir un problème de confiance. Pourquoi? Parce que tu as tout l'aspect des gens dire, ben oui, le gouvernement va m'espionner. Oui, mais c'est sûr qu'ils vont avoir cette idée-là avec les approches habituelles qu'ils prennent. Par contre, s'ils sont capables de mettre quelque chose en place qui garantit que ça, c'est pas une possibilité, qui peut être démontrable, je pense qu'il y a une grande majorité de la population qui préférait utiliser un système de gestion des identités pour leurs clients ou leurs employés et qui pourrait facilement ensuite aller s'intégrer dans la loi 25 pour garantir la protection de l'information derrière ça et dire, vous savez quoi, je ne suis pas un expert en authentification, je vais faire confiance à la solution qui m'est donnée. Si vous voulez aller plus loin que ça, vous pouvez toujours investir des sous supplémentaires en tant qu'organisation pour aller plus loin. Mais au moins, on aura une base qui va être beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense que l'approche gouvernementale est définitivement nécessaire aussi. Puis il y a un rôle à jouer là-dessus. Puis on a souvent on demande souvent plus de subventions, plus de ci, plus dans le fond, plus de ressources financières. Là. C'est à peu près tout le temps à ça que ça revient. Peut-être qu'il faut voir, dire, plutôt que de faire plus de subventions, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Il y a un rapport qui est sorti l'an dernier où les Américains achetaient plus de solutions canadiennes en cybersécurité que ce que les Canadiens achetaient, incluant le Québec. Et ça aussi, ça joue un rôle. Si c'est ce qu'on fait, c'est certain qu'on va tous finir du côté des Américains. Les Américains vont dire, bon, on a du succès commercial aux États-Unis, on peut développer le marché, on va les acheter, ça coûte moins cher, c'est en dollars canadiens en plus, let's go. On les ramasse, on devient une entreprise américaine, on revend aux Canadiens ensuite, à prix plus fort.
parce que le produit est rendu plus mature. C'est un exemple. On va conclure là-dessus avant d'être un peu plus politisé et peut-être subversif en termes de choses. Par rapport à la gestion d'identité, je voudrais répéter quelque chose que j'ai déjà dit. C'est que pour répondre à des besoins de sécurité, c'est absolument nécessaire d'avoir un système de gestion d'identité efficace pour les individus, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut aussi intégrer que dans un avenir très proche, il va y avoir des objets qui vont pouvoir interagir avec les individus. C'est déjà le cas, mais ça va être encore plus le cas parce qu'il va y avoir des objets intelligents qui vont pouvoir prendre des décisions. Et si dans ce système de gestion d'identité, on n'intègre pas ces objets, ça veut dire que le système va très rapidement, dans quelques années, là, être obsolète. Donc, je voudrais rappeler ça que système de gestion d'identité, c'est nécessaire, mais surtout ne pas oublier la gestion des objets dans ce système de gestion d'identité. Tout à fait d'accord. Puis peut-être tourner là-dessus, il y a place à l'innovation. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci énormément votre collab. Ça a été super intéressant. Finalement, on l'a fait dans un modèle organique. On a abordé les 3 blocs d'une traite sans prendre de pause. Fait que, bref, il y aurait des défis pour moi. Je vous remercie énormément. Ça a été très plaisant comme conversation. Puis, je pense qu'il y aurait une suite à avoir à ces conversations-là, puisqu'on a amorcé tellement de choses, puis on a fermé tellement peu de sujets au final que je pense qu'il y aura des suites à donner. Merci à toi, Nicolas. Merci à toi. Merci.